Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un mythe super tenace et découvrir exactement pourquoi tant de créateurs de petites entreprises, des gens pourtant incroyablement travailleurs, finissent par sombrer dans le chaos total. En s'appuyant sur les concepts vraiment fascinants de Michael Gerber dans The Myth Revisited, ce qu'on m'a décortiqué aujourd'hui pourrait bien complètement transformer notre vision du monde des affaires. Alors 80%, c'est un chiffre qui fait un peu froid dans le dos d'entrée de jeu. 80% de toutes les petites entreprises mettent la clé sous la porte au cours de leurs 5 premières années. Ce n'est pas juste une petite erreur de parcours, c'est une véritable hécatombe. Pourquoi des personnes aussi talentueuses, qui excellent dans leur métier, voient-elles leurs rêves s'effondrer si rapidement? Eh bien, c'est exactement le cœur de notre sujet d'aujourd'hui. Mais, et c'est là que ça devient captivant, si on compare ce taux d'échec colossal de 80% pour les boîtes classiques avec un tout autre chiffre, 75% de réussite pour les franchises au format commercial. Le contraste est absolument massif, pas vrai? En fait, la structure et l'approche décrite par Michael Gerber détiennent le secret de cette différence spectaculaire. Il y a un modèle précis qui fonctionne, et il repose tout simplement sur l'élimination de ce fameux mythe de l'entrepreneur. Pour rendre ça un peu plus concret, prenons un exemple. Imaginons Sarah, la propriétaire d'une petite boulangerie de quartier. Sarah, c'est une artisane incroyable. Elle adore faire du pain, c'est sa passion absolue. Donc, elle se lance avec une énergie folle, mais se retrouve très vite complètement noyée sous les opérations quotidiennes de son commerce. C'est vraiment l'exemple parfait pour illustrer le piège dans lequel tombent d'innombrables professionnels super compétents. Ce qui frappe notre boulangère ici, c'est ce que l'auteur définit comme une crise entrepreneuriale. Imaginez le tableau, un super graphiste, un plombier ou un coiffeur qui travaille pour quelqu'un d'autre et qui d'un coup est frappé par cette idée un peu romantique. « je devrais être mon propre patron !» Sauf que, l'ironie cruelle de l'histoire, c'est qu'on finit souvent par faire des semaines de 80 heures pour soi-même, juste pour éviter d'en faire 40 pour un patron. En cédant à cette impulsion soudaine, le travail technique qu'on adorait se transforme instantanément en un fardeau, une vraie corvée épuisante. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Voici le chemin qu'on va suivre pour comprendre comment passer d'une opération chaotique à un succès ultra structuré. Au programme 1. La crise entrepreneuriale fatale. 2. 3 personnalités en une. 3. Les phases de croissance de l'entreprise. 4. La solution du prototype de franchise. Et pour finir, 5. 7 étapes vers le succès. Première partie, la crise entrepreneuriale fatale. C'est vraiment l'erreur fondamentale dans laquelle les experts techniques tombent les deux pieds en avant dès le lancement de leur activité. En fait, tout part de cette supposition fatale. C'est l'idée de se dire, si on maîtrise le travail technique d'une entreprise, on maîtrise forcément l'entreprise qui fait ce travail. Faux, totalement faux. Si on reprend la boulangerie, faire du pain et gérer un commerce qui vend du pain, ce sont deux métiers radicalement différents. Soudainement, le travail qu'on maîtrise parfaitement devient juste une tâche parmi une douzaine d'autres totalement inconnues, comme faire la comptabilité ou le marketing. La plus grande force technique devient en réalité le pire handicap. Ce qui nous amène à la deuxième partie. 3 personnalités en une. Voyons comment ce conflit psychologique intense se joue directement dans la tête du créateur d'entreprise. Il y a en fait une répartition fascinante de 3 profils à l'intérieur de nous. L'entrepreneur, c'est le grand visionnaire qui vit dans le futur. Le manager, c'est l'organisateur très pragmatique qui regarde vers le passé pour mettre de l'ordre. Et le technicien, c'est celui qui fait le travail, ancré dans le moment présent. Dans un monde idéal, tout ça serait parfaitement équilibré. Mais chez le propriétaire type, le technicien domine de manière écrasante à 70%, étouffant complètement l'entrepreneur qui se retrouve avec un tout petit 10%. Et ça, c'est catastrophique. Car le technicien cherche juste une chose, un endroit pour aller bosser, pas une entreprise à faire grandir. Troisième partie, les phases de croissance de l'entreprise. Forcément, ce gros déséquilibre interne impacte directement la façon dont l'activité évolue et se transforme avec le temps. Si on regarde l'évolution dans le temps, pendant l'enfance, le propriétaire est littéralement l'entreprise. Il court partout, travaille sans relâche, mais ne fait aucun travail stratégique. Puis vient l'adolescence. On commence à embaucher de l'aide, mais au lieu de déléguer, on microgère absolument tout parce qu'on se dit que personne ne fera jamais aussi bien que nous. Le résultat, ce n'est pas l'entreprise qui explose, c'est le propriétaire qui fait un burn-out. La clé ici, c'est de comprendre que la véritable maturité n'arrive pas par magie après les 2 premières phases. Une entreprise mature doit être conçue avec une vraie vision entrepreneuriale dès le premier jour. Quatrième partie, la solution du prototype de franchise. Alors comment on sort de cette adolescence complètement chaotique? C'est ici qu'intervient le remède ultime, le concept salvateur de notre auteur. Le point crucial, le vrai changement de paradigme, il est là. Il faut arrêter de travailler dans l'entreprise en tant que technicien qui transpire sur le labeur quotidien pour commencer à travailler sur l'entreprise en tant qu'architecte. L'objectif, c'est de bâtir un modèle d'affaires qui s'appuie sur des systèmes ultra fiables et pas sur des personnes spécifiques ou des talents qu'on ne pourrait jamais remplacer. Les grandes entreprises ne sont pas construites par des gens extraordinaires, mais par des gens ordinaires faisant des choses extraordinaires.
C'est une phrase qui illustre brillamment toute la philosophie derrière ces systèmes. Attention, l'idée ce n'est pas de dire que les employés ne servent à rien. Au contraire, ils sont essentiels pour donner vie à ces systèmes. Mais ce sont les systèmes en place qui compensent les petits écarts de compétences et qui garantissent des résultats toujours prévisibles et constants. Et c'est exactement cette prévisibilité qui permet de répondre aux attentes des clients de manière infaillible jour après jour. 5e et dernière partie, 7 étapes vers le succès. Maintenant qu'on a bien posé la théorie, voici le plan d'action concret pour atteindre cette fameuse maturité systémique. Voici donc à quoi ressemble ce plan en 7 étapes. L'objectif principal, l'objectif stratégique, la stratégie organisationnelle, la stratégie de gestion, la stratégie des ressources humaines, la stratégie marketing et pour finir la stratégie des systèmes. C'est hyper important de comprendre que ce n'est pas un menu à la carte. Il faut vraiment suivre ces étapes avec précision et dans cet ordre exact pour s'échapper une bonne fois pour toutes du piège du technicien. Chaque étape sert de fondation à la suivante. Regardons d'abord la base, les étapes 1 et 2. L'objectif principal, c'est l'humain derrière le projet, pas l'entreprise en elle-même. Quelle vie veut-on mener ? Quelles sont nos valeurs profondes ? La boîte doit d'abord servir cette vision personnelle. Ensuite, l'objectif stratégique, c'est tout simplement la déclaration ultra claire de ce que l'entreprise doit accomplir pour nous offrir cet idéal de vie. C'est un peu la vision finale du produit terminé. Ensuite, on regroupe les étapes 3, 4 et 5 pour construire toute l'organisation interne. Le gros piège, c'est de s'organiser autour des personnalités des gens. Ça, c'est la voie express vers le chaos. À la place, il faut s'organiser autour des fonctions en utilisant des contrats de poste hyper clairs qui définissent les responsabilités et les résultats qu'on attend, pas juste une liste de tâches. En bâtissant un système de gestion solide et un environnement porteur de sens, faire le travail devient naturellement gratifiant pour n'importe quel employé ordinaire. L'étape 6, elle, est entièrement tournée vers l'extérieur. La stratégie marketing, ça commence et ça finit avec le client. Tout repose sur la capacité à visualiser précisément ce client cible. Et on ne parle pas juste de son âge ou de sa catégorie socio-professionnelle, mais surtout de sa psychologie, de ce qui se passe dans sa tête. Le but du jeu, c'est de construire un prototype capable de satisfaire de manière complètement systématique ses besoins, même ceux dont il n'a pas conscience. Et on arrive enfin à l'étape 7, qui consolide tout le reste, la stratégie des systèmes. Il y en a 3 sortes qui communiquent en permanence. Les systèmes matériels, donc les ordinateurs ou même l'aménagement physique des bureaux, les systèmes immatériels, ça englobe l'humain et les méthodes de vente, et les systèmes d'information qui analysent en continu les données générées par les 2 premiers. C'est exactement cette data qui nous dit quand, où et surtout pourquoi l'entreprise a besoin de s'adapter. Ce qui nous amène à une réflexion finale vraiment percutante, qui résume parfaitement tout ce qu'on vient de voir. L'entreprise est-elle au service de la vie de son propriétaire, ou est-ce la vie du propriétaire qui est au service de l'entreprise ? La réponse à cette question sépare très clairement ceux qui sont devenus prisonniers d'un emploi qu'ils ont eux-mêmes créé de ceux qui possèdent une véritable machine génératrice de liberté. Avec les bons systèmes, l'entreprise nourrit une vie. Sans eux, elle la dévore tout cru. C'est vraiment sur cette pensée provocatrice qu'on va clore ce décryptage, une dynamique absolument cruciale à garder en tête la prochaine fois qu'on observera une petite entreprise, qu'elle soit en pleine galère ou au sommet de son succès.